Bonjour à tous, je vous ai fait un résumé en français du livre The Illuminati Papers, donc les dossiers Illuminati, de Robert Anton Wilson, dont je vous ai parlé maintes et maintes fois. Donc ce livre, il présente d'abord les Illuminés de Bavière, fondés par Hassan I Sabbah, 1090, et réformé par Adam Weishaupt, 1776. Cette, je cite, plus ancienne et plus réussie des conspirations mondiales invite à la rejoindre. L'organisation pose des questions énigmatiques. Pourquoi la Grande Pyramide a 5 côtés, en comptant le dessous? Quel est le secret derrière Quetzalcoatl? Qui est l'homme dans Harvey Oswald? Quelle allégorie dans Blanche-Neige? Pourquoi Yog-Sothoth terrifie les anthropologues? Donc, petite parenthèse avant de continuer, Robert Anton Wilson, si vous ne le connaissez pas encore, c'est un mélange d'humour noir, d'ironie et de choses très sérieuses et d'études des choses occultes, etc. Donc, faut pas vous laisser. Il aime bien balader un petit peu ses lecteurs et distiller des vérités parmi un fatras de trucs différents. Donc, c'est assez difficile à traduire, encore plus à résumer, mais on va se plier à cet exercice. Pour une adhésion d'essai aux anciens voyants illuminés de Bavière, AISB, un QI supérieur à 150 et 3125 $ sont requis à enterrer dans une boîte à cigares pour un agent souterrain. Une mise en garde sinistre accompagne l'invitation. Ne le dites à personne, les accidents arrivent étrangement à ceux qui parlent trop des illuminés de Bavière. Le credo d'Hassan I Sabbah, rien n'est vrai, tout est permis, est mis en avant, ainsi que le conseil Nil carborundum illegitimo. Ne laissez pas les salauds vous rabaisser. L'objectif est aussi de ne pas immanentiser l'eschaton. Alors il me semble que cette phrase, ça veut dire ne pas accélérer artificiellement l'apocalypse. C'est ça, immanentiser l'eschaton. L'ouvrage est un document historique essentiel, comme le confirme l'imprimatur de Mordecai le Dégueulasse, grand prêtre des Illuminés, et le Nihil Obstat de Théophobia l'Ancien, des apôtres d'Eris. Donc Eris, c'est la déesse de la discorde. Il aborde des thèmes variés, de la politique mammifère à la neuroéconomie, en passant par les 8 circuits du système nerveux et la science de la divinité. Le livre est imprégné de l'humour unique de Wilson, mélangeant science-fiction, parapsychologie et quête existentielle, comme en témoignent les citations de Walt Whitman. Je me contredis? Très bien, alors, je me contredis. Je suis vaste, je contiens des multitudes. Et Niels Bohr. C'est une publication de classe A des anciens voyants illuminés de Bavière avec le mantra Ewige Blumenkraft. Le livre, au-delà de son introduction, se révèle être un kaléidoscope de concepts mélangeant science, mysticisme, psychologie et critique sociale. Le sommaire annonce des explorations allant des 8 circuits du système nerveux à la neuroéconomie, des scripts gagnants aux scripts perdants, en passant par la science de la divinité et les lois de Céline. Il y a des clins d'œil aux Illuminés de Bavière et des réflexions sur des sujets aussi variés que l'art, la technologie et la stupidynamique. Les citations liminaires de Walt Whitman, je me contredis, très bien, etc., et de Niels Bohr, l'opposé d'une vérité triviale et fausse, l'opposé d'une grande vérité est aussi vrai, encapsulent parfaitement l'approche de Wilson. Une acceptation joyeuse de la contradiction et de la multiplicité des réalités. Le dialogue absurde de Chico et Groucho Marx, Duck Soup, ponctue cet esprit soulignant l'humour noir et absurde inhérent à sa vision du monde, où la logique linéaire est souvent mise à mal pour révéler des vérités plus profondes et paradoxales. C'est une invitation à remettre en question toute certitude, à embrasser le chaos et à chercher l'illumination au-delà des dogmes. Le texte révèle des prévisions étonnamment justes malgré son écriture à la machine à écrire. Si la migration spatiale et l'allongement de la vie se confirment, l'augmentation de l'intelligence collective, malgré les smart drugs, les drogues intelligentes, est un échec. Ou plutôt les drogues qui améliorent l'intelligence. Wilson, comme vous savez le modafinil, etc. Wilson attribue cet abrutissement délibéré à l'élite, craignant les esprits éclairés depuis les années 60.
Le texte dénonce la glissade des États-Unis vers le totalitarisme, jugé même sous-estimé par l'auteur. Il liste des lois fascistes du 104e Congrès, surveillance des églises, désignation arbitraire de terroristes, procès secrets, base de données nationales, emploi, santé, permis de conduire biométrique, confiscation d'actifs, contrôle des armes et renforcement du BATF, Waco, siège de Waco. Wilson ironise sur les républicains, promettant moins de gouvernement, appliquant sa 4e loi. Les politiciens font l'inverse de leurs promesses. Une nation de moutons accepte tout. Face à cette kafkaïsation, la résistance est risquée. N'oubliez jamais le siège de Waco, dit-il. Wilson propose des échappatoires. La colonisation spatiale ou plus immédiatement le crypto-espace. Ce dernier, invisible à la surveillance étatique, permet communication et transactions financières anonymes via cryptographie forte et agents numériques. Argent numérique non traçable, non imposable. Il n'y a plus de liberté géospatiale, seule la frontière électronique demeure. Donc il écrivait cet ouvrage dans les années 90, je le rappelle. L'Internet, en permettant la désouverainisation, selon Buckminster Fuller, expose comment le capitalisme financier, et non pas les politiciens, dirige le monde. Enfin, Wilson rappelle le pouvoir inaliénable de la nullification du jury, permettant d'acquitter, si la loi semble injuste, un ultime rempart contre la tyrannie. Le pouvoir d'un jury d'acquitter, même contre l'évidence, si la loi est jugée injuste, est un rempart crucial contre la tyrannie, comme l'abolition de la prohibition l'a démontré. Face à ces temps intéressants, comme il dit, Robert Anton Wilson propose la révolution HEAD, H-E-A-D, Hedonic Engineering and Development, une autoprogrammation du système nerveux pour une conscience et une intelligence accrues. Il s'agit d'activer les 8 circuits neuronaux au-delà des 4 terrestres habituels pour accéder à la logique quantique et même à l'immortalité. La réalité est relative, façonnée par nos empreintes neuronales. Le lavage de cerveau est une réempreinte forcée, l'ingénierie hédonique une auto-réempreinte. Wilson utilise la guérilla ontologique, mélangeant le réel et le canular, pour forcer le lecteur à questionner la réalité face à l'obsolescence rapide des connaissances. Des concepts comme le chauvinisme électromagnétique ou le paradoxe Einstein-Rosen-Podolsky suggèrent des informations sans transport, voire de la télépathie. Akbar Tselin, quant à lui, propose d'abolir la stupidité, objectif utopique mais nécessaire, illustré par les folies d'Hitler ou de McCarthy. Le livre est un manuel pour cette révolution d'esprit, invitant à décoder le monde et à embrasser l'incertitude. Robert Anton Wilson propose une guerre mondiale contre la stupidité, qu'il définit comme une perturbation socio-sémantique contagieuse. Il insiste sur son rôle dans les massacres autodafés et blocage du progrès, la jugeant plus meurtrière que toutes les maladies. Même les esprits brillants, Simon Newcomb, Einstein, etc., succombent à la stupidité, et les révolutions scientifiques, selon Thomas Kuhn, prennent une génération à cause de la résistance aux idées nouvelles. Ce retard est pire en politique, en économie et en religion. Les remèdes passés, dialectique, logique, démocratie, psychanalyse, ont eu des effets limités. Wilson affirme que l'augmentation de l'intelligence est la solution universelle aux problèmes mondiaux, accélérant les découvertes et réduisant le gaspillage. La psychoneurologie et les avancées pharmacologiques, le docteur Nathan Klein prévoyant des drogues modifiant la mémoire, les émotions, le LSD augmentant le quotient intellectuel, offrent un contrôle inédit sur le système nerveux. Cette capacité à se déprogrammer et se reprogrammer marque une nouvelle étape évolutive, une révolution HEAD, Hedonic Engineering and Development, c'est-à-dire ingénierie hédonique et développement, pour atteindre une liberté neurologique et une intelligence accrue. La guérilla ontologique de Wilson force le lecteur à questionner la réalité face à cette transformation. La neurochimie représente un saut quantique vers la liberté, permettant au système nerveux de s'étudier et de s'améliorer. Des sondages scientifiques prédisent des drogues augmentant l'intelligence de manière permanente, au-delà du simple QI. Alors, petite parenthèse, c'est un petit peu la thématique du livre et aussi du film qui en est tiré des fleurs pour Algernon.
Je continue. Les avancées en psychopharmacologie, stimulation électrique cérébrale ESB et biofeedback, bien que susceptibles d'être utilisés pour le lavage du cerveau, offrent aussi des outils de déprogrammation et de libération mentale. La révolution aide est alimentée par le principe de plaisir. Plus on gagne en liberté et en intelligence, plus on en désire, rendant le processus hédonique. L'augmentation de l'intelligence est souhaitable car elle résout les problèmes de l'humanité, atteignable grâce aux neurosciences et hédonique par la quête incessante de savoir. Elle accélère la migration spatiale et l'allongement de la vie, rendant la stupidité obsolète. Le texte introduit ensuite Akbar Selain, un personnage énigmatique se décrivant comme un ancien avocat et ingénieur naval devenu pianiste de bordel, capitaine du plus grand sous-marin du monde, le Leif Erikson, et président d'une firme d'import-export avec un passé judiciaire mouvementé, 137 arrestations et aucune condamnation. Il est présenté comme un maître du déguisement. Alors, si je me souviens bien, ce personnage commence à apparaître dans sa trilogie Illuminatos, à Wilson. Enfin, un quiz néophobie-néophilie est proposé, créé par Illuminati International et un neuroanthropologue, pour évaluer l'aptitude à participer à la révolution aide. Il pose des questions provocantes sur l'évolution des transports, l'automatisation du travail, les modes de vie et la création d'égalité, invitant à choisir entre une égalité dans la pauvreté ou dans la richesse. Le quiz de la révolution aide interroge sur l'évolution de la communication, des tablettes à la TV globale, impliquant le numérique, la nature du salariat, non éternel, né des lois d'enclosure vouées à disparaître, et le rythme accéléré du changement scientifique. La solution n'est pas de freiner la science, mais d'accroître l'intelligence collective pour s'y adapter. La quête de l'intelligence supérieure passe par l'exploration de nos propres systèmes nerveux, plutôt que par la religion ou la recherche extraterrestre. Les techniques de bonheur perpétuel, entre guillemets, existent déjà, mais sont réprimées. Les avancées en matière de longévité, 500, 800, 1000 ans, voire l'immortalité, sont crédibles, et les opinions actuelles deviendront rapidement des superstitions idiotes. La pensée doit évoluer au-delà des logiques traditionnelles, non euclidiennes, non newtoniennes, non aristotéliciennes. Le courage est une habitude comme la lâcheté. Wilson critique l'idée qu'il n'y a plus de frontières, soulignant la haute frontière spatiale et les investissements cow-boys dans l'industrie spatiale. Les chefs-d'œuvre ne suivent pas les règles établies, ils les créent. Dans une section plus mystique, Simon Moon exprime son adoration pour une entité féminine divine, elle, Anna Livia Plurabella, Babylone, nue. Elle est incarnée en toute créature, même les plus insupportables, preuve de son humour et de son humilité. Elle est la beauté suprême, l'intelligence qui transcende la compréhension, inspirant les poètes et se manifestant de manière transformative, parfois jusqu'à l'annihilation de l'ego. Son amour, bien que personnel, est universel et promiscuous. Donc, des fois, il utilise des mots qu'il invente, Robert Anton Wilson. Ses amants sont jugés fous par le monde, mais c'est le monde qui est dérangé pour ne pas la connaître. Simon Moon poursuit son hymne à elle, une entité divine au-delà du langage, de la pensée, mais d'une sagesse radieuse et d'une félicité née de son amour universel. Elle est la mère de l'ordre, redoutée des sans-amour, mais gracieuse envers ceux qui l'adorent, les entraînant au-delà de l'intelligence et de l'intuition, jusqu'à l'anéantissement extatique de l'ego. Les paranoïaques ont raison, ils ont plein d'ennemis. Dans la mécanique quantique comme branche de la psychologie des primates, Simon Moon, anarchiste, consommateur de drogue, affirmant ESP et PK, PK ça doit être psychokinésie, expose que la science, selon l'interprétation de Copenhague, modélise la perception humaine du réel, révélant ainsi la psychologie et la neurologie des primates. Nos impératifs génétiques de primates, territorialité, hiérarchie, mâle alpha, influencent notre théorisation. Cependant, David Bohm propose une variable cachée non locale, omnisciente et omniprésente, contrôlant les sauts quantiques. Si Bohm a raison, notre cerveau est le produit d'une conception architecturale de l'ADN, elle-même dépendante de cette variable cachée, comparable à un dieu. La synthèse Bohr et Bohm
suggère que la neurologie des primates, l'âme, égale cette variable cachée, ou même qu'un abat-jour possède une vue aussi précise de l'univers que n'importe quel point événement. Ça rejoint le film Paris n'existe pas, hein, encore une fois, de Robert Benayoun. Pas facile à trouver, mais essayez de fouiller un petit peu en DVD. À un moment, le personnage principal, il dit vers la fin du film, imaginez que dans le futur on puisse réobserver la commune à Paris, enfin vous savez la Révolution, du point de vue d'un bout de pain ou d'un morceau de palissade. Et finalement ce film qui parle d'un présent perpétuel et du fait que des couches visuelles se superposent devant nos yeux, mais qu'en fait le monde et Paris n'a jamais changé, il nous dit exactement la même chose, hein, que ce que nous dit Wilson là. Un abat-jour possède une vue aussi précise de l'univers que n'importe quel point événement qui est autre. Hein. Je continue. Pour affûter l'esprit, la dissociation des idées de Rémy de Gourmont invite à briser les associations habituelles. En listant par exemple les bienfaits et les méfaits de la technologie, on dépasse les réactions conditionnées pour atteindre une illumination. Le système nerveux humain possède 8 circuits. Les 4 terrestres, biosurvie, enfance, nourriture, sécurité. Émotionnel territorial, petite enfance. Territoire, pouvoir, domination. Sémantique, artefact, symbole. Invention, calcul, cartographie du monde. Socio-sexuel, puberté. Plaisir sexuel, moral, tribal, reproduction. Le 5e circuit, extraterrestre, est le neurosoma, expérience extatique, yoga, substance. Rétroaction neurologique, sensation d'euphorie, reprogrammation somatique. Alors, depuis quelques années, je m'intéresse à un musicien qui s'appelle Yassos. Je fais une petite parenthèse là. Qui de son vrai nom s'appelle Joseph Bernardo. Il m'a toujours intrigué ce musicien, et lui je pense qu'il est complètement dans le 5e circuit, hein, extraterrestre. Intéressez-vous un petit peu à sa biographie, si la musique un peu New Age vous intéresse, etc. Je reprends. Les 3 derniers circuits du système nerveux sont le Metaprogramming Circuit, le 6, qui réimprime et reprogramme les circuits, gérant la relativité des réalités et la conscience cybernétique. Le Neurogenetic Circuit, 7, lié à la conscience évolutive, aux rétroactions ADN, ARN, cerveau et à l'inconscient collectif de Jung, et le Neuroatomic Circuit, 8, activé par le choc ou l'expérience de mort imminente menant à la conscience quantique, à la perception non locale, au pouvoir psy et à l'illumination. Dans une interview, Robert Anton Wilson aborde Illuminatus, sa trilogie. Il refuse d'être pris au sérieux, affirmant que le livre est un miroir et une parodie des théories de conspiration, adoptant un agnosticisme multimodèle et un pluralisme ontologique. Il y voit un modèle plus einsteinien. Néanmoins, petite parenthèse, il a dit, quelques années après avoir écrit Illuminatus, hein, dans les années 70, je crois que c'est 75, il a dit au début avec Robert Shee, on prenait ça à la rigolade et tout, on croyait pas vraiment aux Illuminati. En fait, plus je les ai étudiés de près, plus je les ai pris au sérieux. Hein, c'est ce qu'il a toujours dit. Donc rien ne nous dit qu'il n'y croit pas, quoi. Ou qu'il croit qu'il n'existe pas, par exemple. Hein, bien évidemment. Je continue. Concernant les sociétés secrètes et les banquiers internationaux, Wilson estime que les conspirationnistes sont souvent des adrenaline freaks. C'est-à-dire que les conspirationnistes, en fait, ils aiment des shoots d'adrénaline, en fait. Ils aiment se faire peur. Ils doutent que ces groupes soient les prime movers, car les hiérarchies souffrent de désorientation progressive. Snafu Principle. Le pouvoir corrompt la communication et les élites finissent par vivre dans une réalité déformée. La rétention d'informations, par exemple top secret, par les conspirateurs réduit leur propre intelligence, rendant les secrets plus dangereux pour ceux qui les gardent. D'où le slogan de Timothy Leary, No More Secret, pour SMIDE, Space Migration Intelligence Increase Life Extension, c'est-à-dire migration dans l'espace, augmentation d'intelligence
extension de la vie. Alors, j'ai l'impression qu'actuellement, Elon Musk est un petit peu dans cette chose-là. Hein. Alors, est-ce que Timothy Leary l'aurait apprécié? Je ne sais pas. C'est un autre problème. Wilson critique le capitalisme de monopole où la taxation, monopole des armes, le loyer, monopole de la terre, et l'intérêt, monopole de la monnaie, empêchent un marché libre. Le problème bancaire est structurel, non pas personnel. Même des figures vertueuses ne changeraient rien sans modifier les règles. Il dénonce l'association conditionnelle anti-banquier égale antisémite, soulignant que les grandes banques américaines sont souvent contrôlées par des familles protestantes. Wilson affirme que le problème n'est pas tant qui détient le pouvoir, banquier, etc., mais le jeu lui-même, le monopole sur l'émission de monnaie. Il identifie 3 niveaux de force et fraude. Le racket gouvernemental, monopole de la force, les impôts, etc. Le racket des propriétaires terriens, monopole du territoire, loyer, etc. Et le racket de l'usure, monopole de la monnaie, intérêt sur prêt, sur emprunt, etc. Selon lui, ces groupes croient sincèrement agir pour le bien, parlant de maintenir l'ordre civilisé, loin des stéréotypes de méchants machiavéliques. Il critique l'attitude des âmes confiantes qui évitent les théories effrayantes, mais aussi celle des conspirationnistes qui se calment en blâmant un ennemi extérieur. Donc en fait, Wilson, il n'aime ni les bisounours qui croient qu'il n'y a aucun complot dans le monde, et il n'aime pas non plus ceux qui sont trop conspirationnistes. Wilson insiste sur la fable du « c'est de ta faute ». Les gens cherchent toujours à blâmer autrui pour leurs propres problèmes, alors que le diable et Dieu résident en nous-mêmes. Il se distingue des théoriciens de la conspiration en définissant l'élite du pouvoir comme « moi et mes amis », et en introduisant le concept de pouvoir cérébral. Ce pouvoir cérébral exercé par les artistes, scientifiques et symboliseurs crée la réalité sur laquelle les monopoles se disputent. John von Neumann, par son travail en mécanique quantique et sa théorie des jeux, notamment avec l'ordinateur MANIAC, M-A-N-I-A-C, a démontré l'invincibilité de la guerre nucléaire, forçant les stratèges à éviter les conflits mondiaux. Wilson postule que le XXIe siècle verra des luttes de pouvoir basées sur l'intelligence plutôt que la violence. Il se définit lui-même comme un être imaginaire créé par Dieu. Akbar Selain, donc un de ses personnages, dans Neuroéconomie, explique que la société découle des relations sexuelles et des liens mammaliens, affection, confiance, formant la famille étendue. La tendresse orgasmique en est le cœur. L'État conquérant, féodal puis capitaliste, a créé la pauvreté en divisant la société en classes et en sapant ses liens tribaux. La pauvreté est une institution née de la conquête et des lois qui perpétuent les divisions de classe. Akbar Selain affirme que les États-Unis, nation capitaliste avancée, ont perdu la cohésion tribale, engendrant anomie et aliénation. L'argent y remplace le lien social, devenant l'empreinte de survie. Argent égale sécurité, et son absence égale insécurité. Wilson compare le capitalisme à une dépendance à l'héroïne. Le citoyen, tel un toxicomane, nécessite sa dose d'argent, et sa privation engendre anxiété, vol, voire violence. Les opiacés activent les circuits de survie mère-enfant. L'argent a supplanté la tribu, et sa privation constitue une menace mortelle, expliquant la folie de l'argent américaine et la haine mutuelle des pauvres. La pudeur de l'argent masque une terreur de survie. La mobilité moderne exacerbe cette anxiété. Melville ironise sur le mélange christianisme-capitalisme. L'État tente de contrefaire le lien tribal par une aide sociale radine ou un totalitarisme meurtrier. Le libertarianisme originel prônait l'association volontaire et les monnaies alternatives, aujourd'hui négligées. L'aide sociale, conçue pour maintenir une addiction à l'argent, crée une anxiété chronique. Moins d'emplois et plus d'aide sociale mènent à une société conditionnée par l'addiction neurochimique à l'argent. Même les chimpanzés adoptent l'attitude américaine face à l'argent. La pyramide Illuminati sur le dollar symbolise le monopole étatique de l'énergie psychique. L'anxiété perpétuelle du travailleur capitaliste, renforcée par la peur du chômage, engendre une paranoïa latente dont la manifestation politique est le fascisme. Timothy Leary et Desmond Morris décrivent une société
où peur et rage restreignent la liberté, transformant l'humain en animal de zoo, asservi par des règles du jeu intangibles et le symbole argent qui contrôle notre bien-être mental. Norman O. Brown suggère que notre perversité polymorphe, extase corporelle naturelle, est détruite par le conditionnement sexuel lié aux jeux sociaux comme l'argent. La résurrection du corps passe par une mutation neurosomatique. Seules les aristocraties sécurisées ou les communes de pauvreté volontaire échappent à l'anxiété du jeu social. Les idéalistes, notamment les libertariens, souffrent d'une culpabilité intense quant à l'acquisition d'argent, pris dans le piège neuroéconomique. Je cite, « On ne peut pas vivre sans argent. Endurer la pauvreté peut procurer une forme de fierté, comme survivre à une épreuve. La paranoïa autour de l'argent papier est épidémique, car la menace est réelle, nourriture, vêtements, abris. La contre-culture des années 60 n'a pas été vaincue par la violence, mais par la privation d'argent. La paternité sous le capitalisme devient une tâche héroïque, l'absence d'argent générant une anxiété démultipliée. Survivre à la terreur est la véritable initiation. Wilson distingue féminisme, une demande de justice essentielle, de la libération des femmes, entre guillemets, une branche spécifique parfois entachée de haine pathologique héritée de la nouvelle gauche. Il évoque sa fascination pour Finnegan's Wake de Joyce, qu'il lit depuis 32 ans, le décrivant comme un coex système, un montage d'expériences condensées, similaire aux états induits par le LSD, où le sens est contextuel comme en physique quantique. Pour comprendre Finnegan's Wake, il faut se référer à la neurologie, la génétique et la sociobiologie. Un mot comme Thwart-Petrick condense 8 sens superposés. Tu es Pierre, fondement de l'Église catholique, un jeu de mots sur thwart, frustration sexuelle du rêveur, les Petricks, tourbière irlandaise, un jeu de mots gaélique sur Patrick, Petrick, jumeaux psychologiquement opposés, mind your P's and Q's, culpabilité du rêveur, et l'idée que l'Église catholique ou la littérature sont un jeu de coquilles. De même, Godin Potty superpose Garden Party, le jardin d'Éden, la culpabilité du rêveur, Thor, l'hostie catholique, et le rêveur comme hôte cannibalisé et ressuscité. Joyce intègre aussi des thèmes profonds de l'inconscient personnel et collectif. Dans un rapport de, je cite, l'Ordre des Illuminati, section Sirius à Galactic Central, il est révélé que le tarot a été introduit pour aider les humains à scanner les ondes de probabilité quantique. Alors, section Sirius, petite parenthèse, ça nous fait penser à l'ordre du Temple solaire, où il y avait eu des suicides collectifs, et leur volonté notamment d'aller en vaisseau vers la planète Sirius, après leur mort. Ou avant leur mort, je ne sais pas. Le jeu d'échecs est la prochaine étape, un dispositif éducatif déguisé en jeu pour insinuer un modèle correct du cerveau de primate dans le circuit sémantique. Les cases noires et blanches symbolisent la pulsation on-off de l'énergie, le yin-yang, et le fonctionnement des synapses. L'objectif est que les humains réalisent que l'illusion d'un ego continu est due à une observation insuffisante. Le jeu d'échecs est conçu pour renforcer la dominance de l'hémisphère gauche, yang, côté roi, main droite, chez les humains qui perçoivent cela comme le côté fort, entre guillemets. Les Illuminati prévoient que les plus intelligents mettront 1,5 Kral, qui est une unité de temps, imaginaire ou pas, je ne sais pas, à réaliser que le côté dame, hémisphère droit, main gauche, est en réalité le plus fort, ce qui aura un effet de traitement de choc sur leur évolution. Alors, ce terme de traitement de choc, je sais pas si c'est un rapport là direct, mais ça me rappelle le film avec Lorraine Bacall, Shock Treatment. À voir. Je continue. Les Illuminati, via un rapport de la section Sirius, révèlent l'échec du tarot et l'introduction du jeu d'échecs comme outil éducatif. La découverte de la supériorité du côté d'âme, hémisphère droit, est synchronisée avec l'émergence du féminisme et de nouvelles sciences. Les 64 cases du plateau visent à transmettre le concept des 64 codons génétiques et la loi des octaves musicales. Les 8 pions représentent les états de l'ego, leur sacrifice enseigne la nécessité de dépasser l'ego pour une pensée holistique. Chaque pièce incarne un circuit cérébral. La tour du roi, circuit amphibien primitif, le cavalier du roi, prédateur mammifère, le fou du roi, circuit sémantique, et le roi, reproduction, modélise le cerveau gauche.
Côté Dame, les pièces représentent les circuits extraterrestres. La tour, neurosoma, le cavalier, métaprogrammation, le fou, neurogénétique, et la dame elle-même, neuroatomique, au-delà de l'espace-temps, Notre-Dame des étoiles. La promotion d'un pion en dame symbolise l'ascension de toute conscience vers cet état transtemporel. Alors, petite parenthèse pour finir cette première partie, je vous avais parlé il y a quelques temps en vous mettant des extraits du film Monde Ouest 2, Les Rescapés du Futur de 1976, où en fait la thématique principale c'est qu'on nous présente des hommes robots programmés, etc. pour la plus grande satisfaction du public d'un parc d'attractions en fait, mais ce film c'est aussi une métaphore peut-être de la vie et de l'être humain lui-même, et il nous présente à un moment un échiquier en fait, en taille réelle, et les personnages jouent de façon interposée sur ce grand échiquier. Ce film en fait nous raconterait peut-être aussi le futur devenir de l'être humain, ou peut-être toute sa progression depuis, je veux dire métaphoriquement, hein, avec ce jeu d'échecs, comme le décrit Wilson. Peut-être que le film Monde Ouest, donc, nous décrit en fait toute l'histoire de l'homme vers, peut-être, hein, je ne sais pas, vers un état hybride électronique, analogique, quoi, ou organique, en passant par toutes les anciennes étapes, hein, comme nous le décrit Wilson dans ce dernier paragraphe. J'espère que la première partie vous aura intéressé, je vous dis à très bientôt pour la seconde partie.